Le face-à-face. Ne meurent que les pleutres. Artsakh, Arménie, 2021-2024. C'est le titre du livre d'Aram Mardirossian qui vient de paraître aux éditions Sigest. Bonjour Aram Mardirossian. Bonjour André Berkoff. Vous êtes historien, vous êtes professeur d'histoire du droit à la Sorbonne. Et justement, moi d'abord ça m'a frappé, même en recevant le livre, qui est vraiment très passionnant. Ne meurent que les pleutres. Ça vient d'où ce titre ? Bien, c'est un titre d'emprunt, il n'est pas de moi. C'est le titre est repris à Karekin Nechté, sous les auspices duquel j'ai un peu mis ce livre. C'était un militaire, mais aussi un intellectuel arménien général qui, de fin 19e et surtout début du 20e siècle, a combattu contre l'Empire ottoman en Bulgarie, puis dans son pays d'origine, qui est l'Arménie, et notamment en Artsakh. Et après sa carrière militaire, déjà pendant et ensuite après, il a écrit différents ouvrages, que ce soit d'histoire, mais aussi de politique. Et il a un grand nombre de citations, c'est l'une d'elles. Alors la citation exacte, et elle est plus longue, c'est en arménien, c'est « Marchega mardume pokrokin », mot à mot, vraiment ça veut dire « la mort n'existe pas, ne meurt que celui qui n'a pas d'âme, le pusillanime », mais moi je l'ai traduit. Courage, quoi. Voilà, ben, je l'ai traduit, je l'ai mis du singulier au pluriel et je l'ai traduit plutôt « ne meurent que les pleutres », parce que je pense que ça résume parfaitement toute la situation actuelle de l'Artsakh et de l'Arménie en général. Alors justement, vous parlez de ce qui s'est passé pendant 3 ans dans le Haut-Karabakh, et puis le conflit entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, et les camps qui ont été choisis, et les directions, et vous dites... vous savez, c'était Jacques Chardon qui avait écrit un livre, L'amour, c'est beaucoup plus que l'amour. Et vous dites, Aram Mardirossian, l'Arménie, c'est beaucoup plus que l'Arménie. C'est-à-dire, ça ne concerne pas que l'Arménie, ce qui se passe, ça concerne quand même un champ beaucoup plus vaste, y compris le champ européen, évidemment, le nôtre. Oui, je le pense. Alors, si vous me permettez, j'ai voulu faire ce petit livre. Dans mon esprit, c'est un coup de poing. C'est vraiment un coup de poing dans la figure de la moraline, de l'hypocrisie et de la bien-pensance et de la victimologie. De la victimologie dans laquelle sombrent un certain nombre d'Arméniens et un certain nombre de nos compatriotes en France. Pas que d'autres. Mais voilà, c'est d'abord ça. C'est-à-dire qu'on joue à la concurrence victimaire et on chouine et on pleure sans s'occuper de ce qu'il faut faire. C'est un peu ça ou quoi ? Il y a de ça. C'est-à-dire, il y a des raisons objectives de pleurer. Mais ensuite, pleurer ne suffit pas. Parce qu'à la fin des pleurs, c'est de disparaître complètement. Donc à un moment, il faut réagir. Et réagir, on peut réagir de mille et une manières. On peut commémorer, et il le faut. Mais c'est aussi de prendre lucidement les choses. Ce que je voudrais dire, l'idée de ce livre est celui-ci. Si vous voulez, en géopolitique, et quelles que soient d'ailleurs les matières scientifiques en sciences humaines, il y a 2 approches. Il y a l'approche purement, j'allais dire, factuelle, objective, scientifique, universitaire, pourquoi pas, qui est indispensable. Il faut toujours partir des faits, de la réalité. Bien sûr. Ensuite, on peut des fois s'arrêter là, c'est le champ des travaux universitaires, je fais des choses comme ça en droit canonique, et voilà. Mais il y a une deuxième étape qui peut arriver, qui est l'étape de l'engagement. C'est-à-dire, à partir de ce socle de factuel... Qu'est-ce que je fais, moi ? Voilà. Ouais. Alors, certains ne font rien. D'autres font hypocritement, c'est-à-dire qu'ils mélangent le premier et le deuxième stade en faisant croire qu'au fond, le second est le premier, ce qui n'est pas le cas. Ouais. Moi, je ne me cache pas derrière mon petit doigt. En partant de la première étape, je m'engage et c'est un livre de combat. Voilà. Alors pour vous, Aram Mardirossian, pour vous êtes arménien, d'origine arménienne, voilà. Oui. Et pour vous, alors aujourd'hui, quelle est la situation ? Après, on sait que le Haut-Karabakh a été vidé de ses habitants. Est-ce que pour vous, est-ce que l'Arménie est en danger d'existence ? Absolument, absolument. Oui. Je vais commencer par quelques données factuelles, ensuite je donnerai mon... Très bien, je rappelle simplement 0826 300 300, on parle de l'Arménie, du Haut-Karabakh avec Aram Mardirossian. N'hésitez pas à nous appeler pour m'entretenir avec l'auteur. Oui, allez-y. Alors, rappelez les faits, parlons des faits. Je ne fais pas ça par déformation professionnelle parce que je suis historien du droit, mais si on ne remonte pas un peu en arrière, on ne comprend jamais rien. En réalité, la situation de l'Arménie actuelle par rapport à l'Azerbaïdjan et la Turquie, qui se présentent toujours comme deux États pour une seule nation, même si c'est plus compliqué que ça en réalité, est la suivante. Ce qui s'est passé en Artsakh en 2020 et 2023 et ce qui se passe aujourd'hui même en Arménie n'est que la continuation de ce qui se passe depuis le XIe siècle et plus spécifiquement depuis le début du XXe siècle et du génocide de 1915, qui d'ailleurs ne concerne pas que les Arméniens, mais plus généralement tous les chrétiens de l'Empire ottoman. Donc au fond, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, évidemment, ça se fera peut-être pas en un jour, mais le but de la Turquie et plus encore de l'Azerbaïdjan,
c'est d'achever le travail inachevé de 1915. C'est de Carrément, mais pas par le génocide quand même, pas par un... Ça a été fait plus ou moins en Artsakh, ça peut être le génocide directement par des meurtres de masse, ça peut être l'épuration ethnique. C'est-à-dire que Luis Moreno Ocampo, qui est le premier président, qui a été le premier procureur de la Cour pénale internationale, a qualifié et continue de qualifier aujourd'hui ce qui s'est passé en Artsakh de processus génocidaire. De fait, comme on le sait, à la suite de la guerre perdue de 2020 et l'épuration définitive de 2023, les 120 000 Arméniens qui restaient en Artsakh, ce territoire historiquement arménien depuis... Qu'on appelle le Haut-Karabakh. Le Haut-Karabakh, voilà, ça c'est le nom turc. Bien sûr. Ce territoire qui était peuplé à minima depuis 2500 ans par des Arméniens, et ça c'est un fait historique, hein, c'est pas moi qui l'invente. 2500 ans, faut rappeler. À minima, c'est l'inscription de Behistun du roi des rois achéménides perses Darius Ier le mentionne déjà. Il ne mentionne pas l'Artsakh en tant que tel, mais il mentionne l'Arménie qui comprend l'Artsakh. Et donc, ces 120 000 Arméniens ont été définitivement chassés dans des conditions atroces en 2023. Je vais être un peu provocateur, mais si c'eût été 120 000 chiens à la place de 120 000 Arméniens, je pense qu'il y aurait eu plus d'émoi dans la communauté internationale ou dans certains, que ce soit médias ou cercles de bien-pensance. Ces gens-là ont été chassés à la suite de la guerre de 2020 et bon, l'Artsakh aujourd'hui est définitivement vidé de sa population arménienne, mais les Azéris et l'Azerbaïdjan ne s'arrêtent pas là, avec son président Aliyev qui est un dictateur empreint de népotisme, puisque Aliyev, lui, maintenant, efface les traces des Arméniens. C'est-à-dire qu'on s'en prend aux monuments, aux églises. Ah oui, on les détruit, on éradique tout. Soit on les transforme en bâtiments administratifs, soit on les transforme en mosquées, soit on les rase complètement. Et au fond, ce qui est en train d'être fait en Artsakh, c'est ce qui a été fait un peu plus tôt, toujours par l'Azerbaïdjan, dans le Nakhichevan, qui était un autre territoire peuplé d'Arméniens que Staline, en même temps que l'Artsakh, a cédé à l'Azerbaïdjan en 1921. Et puis, c'est la suite de ce qui s'est passé dans l'Empire ottoman à la suite du génocide de 1915. Si vous voulez, du point de vue turco-azéri, et je vais dire de manière atroce, pourquoi pas? Je veux dire, l'ennemi fait ce qu'il a à faire. Les Arméniens sont une chose en trop dans ce lieu, c'est-à-dire qu'ils empêchent une continuité du monde turcique depuis les Balkans jusqu'aux portes de la Chine. Ils sont une terre non turque, non ottomane. Non turque. En plus, c'est pas le seul critère, c'est un critère qui compte, mais c'est pas le seul. Ce sont des chrétiens face à des musulmans, mais cette dimension religieuse qui existe n'est pas la seule. Elle ne suffit pas à expliquer. Ce n'est pas qu'une affaire purement religieuse, loin de là. Et donc, au fond, maintenant, le but, c'est d'en finir avec ce qui reste. Et comment, pour répondre plus directement à l'autre question, aujourd'hui, la cible centrale des Turco-Azéris, c'était pas encore toute l'Arménie. L'Arménie fait aujourd'hui 29 743 km², c'est-à-dire c'est la Belgique en tout. Population, combien aujourd'hui? Officiellement 3 millions, en réalité, à mon avis, on est plus près de 2,5 millions. C'est même pas la Bretagne, c'est plus petit que la Bretagne. Vous allez me dire, la Bretagne, c'est grand. Et la réalité, c'est que... avant d'en finir avec toute l'Arménie, c'est le sud de l'Arménie. C'est la bande vraiment méridionale qui s'appelle le Syunik, que les Azéris appellent le Zangezur. Et ce territoire, c'est une bande de 35 à 40 km à peine de longueur, en longueur, qui empêche la continuité entre l'exclave du Nakhichevan vidé de ses Arméniens qui est à l'Azerbaïdjan et l'autre côté de l'Azerbaïdjan. Et le Nakhichevan étant collé à la Turquie. Donc si demain le Syunik était annexé, là, cette fois-ci, cette continuité depuis les Balkans à la Chine du monde turcique existerait. Et vous voyez, là, j'en reviens à ça. Pourquoi je disais que ce n'est pas qu'une affaire religieuse, même si c'est... Quel est aujourd'hui le principal allié de l'Arménie? Et là encore, juste j'ouvre une parenthèse, on connaît la phrase du général de Gaulle, si elle est lui, les États n'ont pas d'amis... Ils n'ont que des intérêts. Ou des intérêts. Moi, je vais même encore plus loin, c'est-à-dire que certains États, malheureusement, leurs dirigeants ne défendent même pas leur intérêt de leur État et de leur nation. Mais là, en tout cas... Et qui est le principe? C'est le pays qui a le moins intérêt aujourd'hui dans le contexte régional au moins et même plus général à ce que la Turquie, si vous voulez, fasse cette jonction totale, le monde turcique fasse cette jonction, c'est l'Iran. Et c'est sous la pression au moins diplomatique et militaire, pas directement, mais par des menaces ou des manœuvres, que jusqu'ici, à mon sens, le Syunik n'a pas été attaqué. Quel paradoxe, c'est l'État islamique d'Iran. La République islamique d'Iran, mieux que ça, l'Iran est très majoritairement chiite. L'Azerbaïdjan est musulman, mais aussi chiite, parce que l'Azerbaïdjan a été, alors là aussi, il faudrait dire juste un mot, ce qu'on appelle la République d'Azerbaïdjan aujourd'hui. Les Azéris, oui. Ce sont des Tatars en réalité. Au Moyen-Âge, on appelait des Tatars. L'Azerbaïdjan, la République d'Azerbaïdjan, n'existe que depuis 1918. Les territoires qui constituent aujourd'hui le territoire de la République d'Azerbaïdjan ne s'appellent ainsi que depuis 1918. Ce qu'on appelait historiquement l'Azerbaïdjan, l'Azerbadagan, le nom antique, c'est le nord de l'Iran.
C'est la province la plus septentrionale de l'Iran, de la République islamique d'Iran actuelle. Et le danger pour l'Iran aussi, avec cette histoire du sunnique plus généralement, c'est les volontés irrédentistes d'une partie de l'Azerbaïdjan de fusionner ce sud, ce nord de l'Iran avec le sud de l'Azerbaïdjan, sachant qu'il y a plus d'Azéris en Iran qu'en Azerbaïdjan. Oui, donc ça pourrait être un seul État, l'État iranien en l'occurrence, parce qu'il est beaucoup plus important. Mais historiquement, l'Azerbaïdjan actuel n'existe que depuis 1918. Donc on le voit, mais là encore, je vous disais, c'est contre la moraline, il ne faut pas être naïf. L'ennemi fait ce qu'il a à faire, l'ennemi veut votre peau. Alors c'est comme ça, c'est à vous de réagir. Qu'est-ce qu'il faut faire pour les Arméniens, enfin, qu'est-ce qu'il faut que les Arméniens fassent d'abord, et puis qu'est-ce qu'il faut faire pour les Arméniens? On en parle avec Aram Mardi-Rossian juste après cette petite pause. 0826 300 300 pour nous appeler. Sud Radio. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Ne meurent que les pleutres, un livre pamphlet, un livre coup de poing d'Aram Mardi-Rossian sur ce qui se passe en Arménie, ce qui s'est passé à Artsakh, dans le Haut-Karabakh, ce qui se passe effectivement au niveau des grandes puissances, et une Arménie de 2,5 millions d'habitants, 2 millions d'habitants, et comment effectivement... alors que on sait très bien ce que l'Arménie a produit comme poète, comme chanteur, comme écrivain, comme personnalité de toutes sortes. Mais au fond, rapidement, ce qui s'est passé, c'est que au fond, il y a eu, on va le rappeler très rapidement parce que on va aussi parler de ce qui s'est passé et du rôle des grandes puissances dans cette espèce, parce que je veux faire, non pas l'avocat de l'Azerbaïdjan ou du diable, il dit oui, mais le Haut-Karabakh, ça a toujours été l'Azerbaïdjan, l'Iran, les Arméniens étaient là, d'accord, et vous dites effectivement depuis 1500 ans, mais ça n'a jamais été l'Arménie. Et donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que eux, pour les Azéris, vous dites, au fond, c'est notre territoire, ça nous appartient, et puis les Arméniens n'ont pas été du tout soutenus dans cette histoire. Alors, je suis historien du droit, ça tombe bien, il y a l'histoire et le droit. Oui. Historiquement, on l'a dit, à part des révisionnistes qui sont stipendiés par Bakou ou d'autres, et on en a ici malheureusement même en France, que ce soit chez des historiens, mais des journalistes ou des hommes politiques qui croquent à la diplomatie du caviar. Hein. Et d'ailleurs, c'est très drôle, parce que moi je suis à l'aise, je suis ni de gauche ni de droite, je me suis avant 1789, donc je suis très à l'aise là-dessus. Mais il y en a beaucoup à droite, j'ai remarqué, des hommes politiques qui vraiment ont goûté au caviar de l'Azerbaïdjan. Mais bon, fermons cette parenthèse. En tant qu'historien, la chose de ce qui se passe. Sur le plan juridique, les choses sont à peu près celles-ci. En 1921, le 5 juillet 1921, dans le cadre de l'Union soviétique qui est en train de se constituer, Staline, qui est responsable du CAV Bureau, donne à l'Azerbaïdjan, à la RSSS, la République socialiste soviétique d'Azerbaïdjan, l'Artsakh et le Nakhichevan, à la suite d'une décision pour essayer de se concilier le monde turc. La souveraineté, leur donne le pouvoir sur l'Artsakh. Voilà, et elle en fait une région autonome. Ce qu'on oublie de dire, et ça on le dit jamais, c'est que Staline ici ne fait que reprendre la politique britannique qui a été menée en 1918, lorsque les Britanniques avaient la main là-bas. Donc Staline ici ne fait que reprendre la politique des Britanniques. Voilà. Bon, ça, il la reprend, ok. Donc, oui, sur le plan du droit international public, les Azéris ont pu se prévaloir de cette décision, puisque la République d'Azerbaïdjan 91 est la continuité de la RSSS d'Azerbaïdjan soviétique. Donc. On a les références qu'on peut, ici c'est Staline. Mais en réalité, et c'est en tant que professeur de droit agrégé de droit, je suis désolé de le dire, le droit international public n'est qu'une forfanterie en ce sens. Je veux dire par là que ce n'est que le fruit d'un rapport de force. Ouais, c'est le fruit des conquêtes, comme il y en avait partout. La force et la force. Et la le force droit prime le droit. C'est ça, enfin, non, oui, mais je veux c'est dire, Bismarck. Cyniquement. Moi, ce qui me fascine, c'est que c'est tellement une évidence que le fait de le nier, on rentre dans le club des 2 + 2 = 5. Alors oui, le piège, il est où? C'est que quand vous lisez un arrêt de la CIJ et de la Cour internationale de justice ou des traités, c'est d'une complexité inouïe. Le droit international public est probablement l'une des matières juridiques les plus sophistiquées. C'est un travail d'orfèvre, c'est-à-dire qu'un profane s'y perd à la seconde. Sauf que c'est un gigantesque ballon de baudruche qui est fondé sur, en réalité, la force et rien d'autre. Bah bien sûr. Voilà, c'est pas nouveau, ça. C'est pas nouveau, c'est tout bête, mais ça vaut la peine d'être rappelé. Alors ensuite, alors qu'est-ce qui s'est passé, justement?
C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé depuis? Qu'est-ce qui a fait que l'Azerbaïdjan a décidé, bon, allez, ça suffit maintenant, on doit récupérer ce territoire et en chasser ses habitants? Lorsque l'URSS s'est effondrée, il y a eu un mouvement, parce qu'entre 1921 et 1987-88, la République d'Azerbaïdjan a tout fait pour essayer de faire partir les Arméniens d'Artsakh. En 1921, 94% de la population est arménienne en Artsakh. D'accord. Donc on comprend la décision. En 21. Alors, d'accord. En 1900, vers 80-85, il n'y a plus que 75%. Donc ça a baissé parce que l'Azerbaïdjan a tout fait pour laisser cette région dans un état de sous-développement. Mais malgré tout, les Arméniens étaient encore majoritaires. Il y a eu une volonté de se rattacher à la République d'Arménie à ce moment-là, en passant d'ailleurs, en respectant la constitution soviétique de 1977 à l'époque. Mais la réponse azérie a été des massacres de grande ampleur à Sumgait et puis ensuite à Bakou. Donc une guerre a eu lieu en fait entre 88 et 94. Les Arméniens, contre toute attente, ont pris le dessus, ont gagné cette guerre. L'Artsakh est devenu un territoire de facto autonome et s'est déclaré indépendant et non pas rattaché à l'Arménie pour des raisons de droit international public, justement pour essayer de respecter ce droit. Ouais. Et sauf que de 1994 à 2020, on a été dans une situation de statu quo, ni guerre, ni paix, un cessez-le-feu. Et là, il faut balayer devant sa porte. Les Arméniens, les différents gouvernements arméniens de 1994 à 2020 n'ont absolument pas préparé la suite, n'ont pas préparé la tempête qui tôt ou tard allait éclater. Et on savait qu'elle allait éclater un de ces jours. C'était évident parce que l'Azerbaïdjan, surtout depuis 2010-2011, n'a cessé de s'armer de plus en plus, de se préparer à prendre sa revanche, à se venger. Et il fallait que les circonstances internationales s'y prêtent. Oui, ensuite, il faut que tous les voyants soient au vert. Et c'est pas évident parce qu'il y a beaucoup de voyants. Mais en 2020, il s'est trouvé que ça l'a été. Et là, les Arméniens ont évidemment été vaincus. Mais là encore, il y aurait beaucoup de choses à dire. Parce que du côté arménien, moi, là aussi, je suis à l'aise. Je suis dans je suis ni pour ni contre aucun des dirigeants qui sont passés ou actuels. Mais ce que je constate, c'est qu'aucun d'entre eux, dès le départ, ne s'est préparé comme il faut, militairement, diplomatiquement, économiquement. Le pays n'a cessé de sombrer. Il y a eu des départs massifs d'Arméniens entre 91 et 2020, parce que le niveau de vie stagnant, les perspectives... D'Arménie, vous parlez qui sont venus en France, ailleurs. Le pays, déjà, démographiquement sous-peuplé, s'est vidé. Et à côté de ça, rien n'a été fait. Et sachant que l'Arménie est très pauvre en ressources, alors que l'Azerbaïdjan, évidemment, dispose du gaz et du pétrole. Donc elle a utilisé cette manne, elle s'est préparée, elle s'est ménagée des alliés. Elle a acheté de l'armement en masse aux Turcs et à Israël, qui a joué un rôle terrible là-dedans. On va y venir peut-être. Et donc en 2018, il y a eu un renversement en Arménie. C'est-à-dire le pouvoir en place, qui était dit plutôt pro-russe, a été renversé par Nicole Pachinian, que certains estimaient plus pro-occidental. Ce n'est pas ça la clé du problème. La réalité, c'est que Pachinian a mené une politique au moins aussi, si ce n'est plus erratique que ses prédécesseurs par rapport à cette question de l'Artsakh. Et 2 ans après, la catastrophe est arrivée. Et là aussi, lorsque vous êtes le chef d'État, en l'occurrence c'est le Premier ministre, puisqu'on était passé d'un régime présidentiel, lorsque vous perdez une guerre de cette ampleur et que vous perdez l'Artsakh, Pachinian, et là aussi, peu importe les couleurs politiques, aurait dû démissionner dès le 9 novembre 2020, parce qu'il est le vaincu. Et quel est le problème? Il n'a pas démissionné. Non, il n'a pas démissionné, mais il y a eu pire. C'est-à-dire qu'il n'a pas démissionné, et le problème, c'est qu'ensuite, dans les négociations qui allaient venir, entre Russes, Azéris et Arméniens, il a la position du vaincu. Si il avait démissionné et qu'un autre chef d'État ait pris la place, bien sûr que l'Arménie est toujours vaincue, mais au moins... Et symboliquement et personnellement, ce n'est pas celui qui a subi la défaite personnellement. Mais il y a mieux, ou pire, c'est comme vous voulez. En juin 2021, des élections législatives ont été organisées en Arménie. Il les a remportées. Et il y a eu très peu de fraude. C'est-à-dire qu'il les a... La majorité du peuple arménien ou de la population arménienne a voté pour Pachinian. Et là, ça signifie quoi, de mon point de vue? Une espèce de compréhension de cela. C'est, j'allais dire, pour le pire, l'Arménie s'occidentalise. C'est-à-dire tous les travers que j'estime exister chez nous ici en France, c'est-à-dire une société où la dimension individuelle, où l'individu devient roi. Pas de bien commun, l'individu roi, etc. Toute dimension, on est dans un je m'en foutisme holistique, c'est-à-dire toute dimension holistique. Tout le monde pense à sa propre vie, à sa famille, c'est normal. Mais ensuite, faut quand même penser au collectif un peu. Mais si au-dessus de ça, vous n'avez pas des idéaux qui soient de type nationaux ou religieux, pourquoi pas, que ce soit ici la nation française ou la religion chrétienne, qui pour moi sont les 2 fondements. Moi, à titre personnel, ce qui m'importe le plus, c'est pas l'appartenance politique, c'est la nation et éventuellement le fondement religieux qui peut pas forcément être chrétien, mais ici en France, historiquement, ça l'est. En fait, ce qui vous tient avec vous, c'est l'identité.
Voilà, et l'identité arménienne, qui était quelque chose de si forte, est en train de s'édulcorer. Et ce résultat des élections de 2021 est terrible. Ça montre que cette perte de volonté identitaire est en train de gagner l'Arménie. Voyez. Et alors, quand votre voisin, c'est l'Allemagne, l'Italie ou l'Espagne, c'est déjà pas formidable, je parle pour la France, mais quand votre voisin, c'est la Turquie et l'Azerbaïdjan qui veulent votre peau, là, vous risquez tout, là. Vous risquez tout. On va continuer à en parler à Mardi-Rossian sur ce conflit qui dure, qui perdure et comment il va évoluer avec vous. 0826 300 300. À tout de suite après une petite pause. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Aram Mardi-Rossian, ne meurt que les pleutres, tout ce qui s'est passé entre Artsakh et Arménie entre 2021 et 2024. Et évidemment, il l'a dit, ça remonte à plusieurs siècles, même presque à 1000 ans. Et puis il faut se rappeler le génocide, le premier des génocides du XXe siècle, en 1915, dans l'Empire ottoman. Et justement, dans ce jeu incroyable, on le voit bien entre Trump, Poutine, Erdogan, Israël, l'Arabie Saoudite, etc. Vous voyez très le bouleversement incroyable, les plaques tectoniques qui ont bougé de manière hallucinante depuis quelque temps. Où peut se situer et où se situe aujourd'hui l'Arménie? Qui défend l'Arménie? Vous parlez de la Russie. Est-ce que la Russie a joué quand même un sacré rôle? Alors, elle a joué un immense rôle, mais si vous permettez, pour arriver à la Russie, justement, je vais faire un peu le système de l'entonnoir. Quelle est la situation? En fait, on parlait de Pachinian parce que ça va faire le lien avec la Russie. Oui, le Premier ministre arménien. Qui prend le pouvoir en 2018, à l'issue de l'une de ces fameuses révolutions de velours, où l'on voit bien que d'une manière ou d'une autre, il y a quelque chose, en tout cas, d'officine occidentale, même si là encore, dans les faits, tout reste à prouver. Ce qui est certain, c'est que depuis la défaite de 2020, la stratégie de Pachinian, en gros, c'est de céder en permanence à la pression très violente que les Azéris et les Turcs font peser sur lui. On lui demande de changer. Et il cède systématiquement. Par exemple l'Azerbaïdjan exige que l'Arménie modifie sa constitution parce qu'elle comprendrait des revendications sur l'Azerbaïdjan, sur le territoire azéri, l'Artsakh en l'occurrence. Il dit oui, on va changer. Il ne faut plus qu'il y ait l'Ararat sur l'emblème, sur les armes arméniennes qui représentent. Il cède surtout. Alors, regardez, encore une fois, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'être pragmatique. Si céder comme ça, en permanence, permettait réellement des gains, c'est pas très glorieux, mais pourquoi pas? Mais c'est tout l'inverse. C'est ça qui. Vous voyez, moi, je suis vraiment dans un monde d'hypocrite. Dans un monde d'hypocrite, la plus grande des franchises, c'est le cynisme. Absolument. Cela dit, céder n'a jamais été la meilleure des solutions. On le sait. Parce que si l'Azerbaïdjan, lui, le calcul, c'est dire en cédant, l'Azerbaïdjan ne va pas attaquer. Je pense qu'il a tout faux. Si l'Azerbaïdjan n'attaque pas à nouveau avec la Turquie, c'est parce qu'à nouveau les planètes ne sont pas pour l'instant alignées. C'est pas parce qu'il cédera et encore cédera plus que l'Azerbaïdjan n'attaquera pas. Au contraire, ça l'encouragera d'autant plus. Parce que pour finir avec ça, il faut voir la doctrine d'État qui est développée aujourd'hui en Azerbaïdjan, où les Arméniens sont vraiment présentés comme des animaux. Des microbes, dans les Vous voulez dire dans les manuels? Dans les manuels, pour les écoliers, les Arméniens sont présentés vraiment comme des sous-êtres réellement. J'aimerais bien raconter des histoires, mais c'est la réalité. Donc, à partir de là, ce n'est pas parce que Pachinian cédera que ça ira mieux, au contraire. Parce que l'effet de céder, c'est non seulement que ça ne rapporte rien par rapport à l'ennemi, mais ça démoralise votre population. Bien sûr. Ça fait en sorte que... Et puis l'ennemi pense qu'il peut y aller, puisqu'il a déjà... Donc, je voulais en dire un mot. Il faut encourager... Ce que je dis dans le livre, il faut transformer l'Arménie en une arménation qui quadrille un pays forteresse. Il faut que... Suivant l'exemple de la Suisse, qui est un État neutre, suivant l'exemple d'Israël, qui hélas aujourd'hui est un État ennemi de l'Arménie, il faut accroître le service militaire, l'étendre à toute la population, hommes et femmes. Il faut se préparer. Évidemment, il faut s'armer dans tous les sens du terme. Moralement, éthiquement et militairement. Et mener évidemment une diplomatie à la fois subtile, mais tous azimuts pour essayer de se ménager des alliés. Et c'est faisable, à votre avis, dans l'Arménie d'aujourd'hui, ou pas? C'est faisable. De toute façon, il n'y a pas le choix. C'est ça ou disparaître. Vous voyez, vous avez deux solutions. Ou vous essayez, peut-être que, quoi qu'il arrive, à la fin, ça sera perdu. Mais au moins, vous aurez essayé de tout faire. Et vous ne serez pas comme un mouton qui va à l'abattoir. Parce que ça, malheureusement, Pachinian, peut-être que c'est pas ce qu'il veut, mais il prend cette direction. Céder ne rapporte rien. Je vous dis encore une fois, si cela rapportait, pourquoi pas? Mais ce n'était pas le cas. Alors, dans ce contexte-là, il y a évidemment les puissances autour. La Russie, effectivement, il est courant de dire... Alors là, j'ai une analyse un petit peu à la marge. Il est courant de dire que la Russie a, comment dirais-je...
abandonner l'Arménie à partir de 2018 parce que Pachinian est pro-occidental. Ça rentre dans le jeu, mais je pense que ça n'explique pas tout. En réalité, là aussi, vous voyez, je l'ai pas dit, je l'ai peut-être dit au début, je le redis. Moi, j'analyse tous les faits, j'essaie d'abord d'être objectif, mais je les analyse au prisme des intérêts de l'Arménie et de la France. Vous voyez. Ouais. Ensuite, je prends position. Mais pourquoi la Russie? Donc c'est au prisme des intérêts de la Russie qu'elle a pris ses positions. Je pense que la Russie, étant engluée dans la guerre depuis 2022, mais c'est une guerre là aussi, soyons honnêtes. Bien sûr, bien sûr. Cette guerre, elle commence pas en 2022. Elle commence au bas mot en 2014 et même à la chute de l'URSS. 2004 en tout cas. Voilà. Et puis l'oligarchie occidentale qui s'appuie sur l'État profond américain et plus généralement les États profonds des pays d'Europe occidentale, qui eux-mêmes ont la main sur, hélas, nos dirigeants qui ne mènent pas une politique dans les intérêts de nos nations, mais de cette oligarchie. Elle a systématiquement voulu repousser, contenir la Russie. Non, on sait ça. Donc la Russie réagit. Sauf que la Russie entre donc dans une guerre contre l'Occident. Et là, elle-même doit se ménager des alliés. Et que pèse l'Arménie qui ne lui offre rien par rapport à la Turquie et à l'Azerbaïdjan? Ne serait-ce que pour avoir une neutralité plus ou moins bienveillante ou pas trop malveillante de la Turquie et de l'Azerbaïdjan. L'Arménie, tant pis, c'est des pièces de monnaie à côté de Gambier. Peu aux côtés des intérêts. Et donc, je pense que le fait que ce soit Pachinian, ça exonère Poutine de trouver des prétextes. Parce que les dirigeants antérieurs, eux, étaient beaucoup plus proches de la Russie. Mais vous voyez, alors là aussi, du point de vue purement russe, ça peut se concevoir, même si je pense que c'est une erreur, parce que, pas du tout pour les beaux yeux des Arméniens, personne, que ce soit la Russie ou même la France, si l'Arménie ne rapporte rien, tant pis pour eux, ils avaient qu'à être moins faibles. Mais la Russie, c'est un des textes qui est dans ce livre, ce que j'explique, c'est que je pense qu'ils commettent la même erreur que l'Empire byzantin au XIe siècle. Si vous voulez, je vous explique en 2 mots. L'Empire byzantin, avec l'empereur Basile II, vers l'an 1000, atteint son sommet. Basile II arrive à reconquérir une bonne partie des territoires perdus après la conquête de l'islam. Et donc l'Empire byzantin redevient très puissant au Proche-Orient, au Moyen-Orient, dans les Balkans. Sauf qu'à ce moment-là, il fait une chose que ses prédécesseurs comme Constantin ou Héraclius, des siècles avant, n'avaient pas fait. Il va supprimer l'indépendance de l'Arménie pour l'intégrer dans l'Empire byzantin, pour accroître son prestige. Et il va, si vous voulez, dissoudre un petit peu la noblesse militaire arménienne. À terme, le bouclier arménien contre les steppes barbares d'Asie centrale ne va plus peser. Oui, mais Aram, la Russie, quelque part, je pense, commet mutatis mutandis une erreur similaire aujourd'hui. Sauf que nous sommes en 2025 et le jeu des nations avec la Chine, l'Inde et le Soudan n'est plus du tout le même. Mais la Russie aura un intérêt malgré tout. Enfin, je vous dis, c'est pas pour les beaux yeux des Arméniens, mais que l'Arménie reste comme ça, un pion dans le jeu russe serait une bonne chose pour elle. Et alors les autres puissances, dont je voudrais justement qu'on continue par rapport aux autres puissances, on voit de la Russie, les États-Unis. Ils s'en foutent? Pour les États-Unis, si vous voulez, cette région, là encore, les Arméniens sont le bout de la chaîne. Il y a des puissances beaucoup plus importantes qui s'affrontent. Il y a notamment, et là on voit, il y a la Turquie et l'Iran, qui sont en réalité 2 grands empires qui se font de nouveau face à face. Et puis il y a Israël. L'État d'Israël a joué un rôle fondamental dans la chute de l'Artsakh. Je veux dire que depuis 2016... Oui, parce que que Israël, qui est soi-disant en lutte avec les États islamiques, enfin en tout cas certains, vous dites que c'est n'importe quoi. C'est un discours, c'est un discours plein de fatuité. La réalité est tout à fait autre. Israël, dans cette affaire, quel a été son rôle? Elle a armé, depuis 2016, 70% de l'armement de l'Azerbaïdjan vient d'Israël. En échange d'hydrocarbures. Israël reçoit des hydrocarbures, un peu moins de la moitié de ces hydrocarbures. Et surtout, l'Azerbaïdjan, on a parlé de la géographie tout à l'heure, lui offre une base avancée, un balcon face à l'Iran. Et là, Israël installe... Il y a des bases israéliennes en Azerbaïdjan? Probablement. Alors là aussi, évidemment, Israël le nie, mais probablement. Parce que, vous voyez, et l'Arménie... Oui, c'est toujours quel conflit. Pourquoi? Avec qui? Parce que moi, ce que je pense, c'est que depuis... la fin des années 80, le but d'Israël, c'était de, si vous voulez, dans sa guerre au long cours qu'elle mène, c'était de mettre à bas les 3 États-nations les plus structurés de cette zone. 3 États-nations qui sont certes d'extraction musulmane, et sachant que l'État-nation et l'islam, au sens strict du terme, s'agissant de la philosophie politique, sont antinomiques, mais passons, l'Irak, la Syrie et l'Iran. Pour 2, c'est fait. Aujourd'hui, l'Irak a été fracassé définitivement, en 2003. Et la Syrie, il faudra en dire un mot quand même tout à l'heure, c'est terrible. La situation syrienne est terrible. Il reste l'Iran, qui est le 3e gros morceau. Et donc, en réalité, si Israël aide à ce point-là l'Azerbaïdjan, c'est dans son but de trouver un moyen pour demain
attaquer l'Iran. En tout cas, d'avoir un mur, en tout cas, un contrefort avec l'Iran. Un contrefort, c'est vraiment ça. Et alors, évidemment, là aussi, certains Arméniens disent moralement, c'est terrible. Israël est un pays qui a subi un génocide. Enfin, les Juifs ont subi un génocide. C'est pas Israël, les Juifs ont subi un génocide. Vous le savez qu'aujourd'hui, l'Israël n'a toujours pas reconnu le génocide des Arméniens. Et à mon sens, il n'est pas prêt de le reconnaître. Bien sûr que moralement, c'est immonde. Oui, mais je vous l'ai dit, la morale de joli, hein, c'est pas joli, mais ça ne sert à rien. Non, mais la morale, on sait très bien mais ça va plus loin. En armant l'Azerbaïdjan, on pourrait dire, mais les Israéliens savent très bien que l'Azerbaïdjan, elle, c'est pas juste d'occuper l'Artsakh, c'est carrément de liquider complètement les Arméniens. En fait, ils pourraient se retrouver dans l'Arménie, parce qu'il y a des... Enfin, ça, non, bien sûr, il y a des... Le rapport des forces n'est pas le même. Mais en fait, on veut démolir une identité, là. On veut démolir... Sauf que les Arméniens sont dans un état d'extrême faiblesse, qui est dû à leurs ennemis, mais aussi à leurs propres erreurs, alors qu'Israël, nonobstant tous les problèmes qu'elle a, reste une puissance nucléaire. Oui, c'est clair. A une armée surpuissante, qui écrase aujourd'hui, notamment, ses voisins. Même si, là aussi, pareil, moi je mets les gens à l'aise. J'estime que Israël, certains juifs sont pour ça, le gouvernement israélien mène une politique inique et immonde envers l'Arménie, c'est ce qui m'intéresse le plus, mais aussi, on peut le dire aujourd'hui, envers les Palestiniens, nonobstant, évidemment. Il y a aussi les autres qui veulent éradiquer l'Israël, comme d'autres veulent éradiquer l'Arménie. Je vous mets à l'aise, que là, pareil, je ne confonds pas avec le peuple. Le Hamas est un ennemi mortel des Arméniens. Dès les premiers jours de novembre 2020, quand les Azerbaïdjanais ont récupéré l'Artsakh, le Hamas les a félicités. Et qu'est-ce que le Hamas ? C'est un acronyme qui signifie Mouvement de résistance islamique. Pour le Hamas, la Palestine est un sujet secondaire. Ce qui les intéresse d'abord, c'est d'étendre la loi islamique sur les territoires palestiniens. C'est une extraction des frères musulmans, comme on peut en trouver au Qatar, en Turquie ou ailleurs. Donc là, vous voyez, dans les deux cas... en tout cas, de mon point de vue, je me sens à l'aise, hélas. Non, je sais, au coin du bon sens, en tout cas, ce qui est terrible et en même temps, hélas, je vais dire millénaire, ce sont les rapports de force qui le dirigent. Il faut le dire, encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'occuper des droits de l'homme et de la morale, mais il ne faut pas oublier le reste. Mais dans une question que je voulais vous poser quand même, et on a encore le temps d'en parler, la diaspora arménienne. Que fait et comment réagit la diaspora arménienne, si diaspora unie il y a? C'est quand même parce que on connaît, enfin, je veux dire, moi, vous savez que j'ai passé mon enfance et la jeunesse au Liban, tout le monde le sait. Il y a une communauté arménienne extrêmement importante et puis partout, et vraiment qui avait un rôle culturel et c'est vrai, ce que je dis là, c'est vrai partout. Enfin, c'est vrai pour le monde entier, quoi. Alors, ça nous amène à parler de notre pays, de la France. Je parlais plutôt de la diaspora arménienne en France. Oui, bien sûr. Alors, moi, à titre personnel, je suis complètement à la marge parce que, bon... Pourquoi vous êtes à la marge? Mes prises de position, on va dire, politiques, je m'affiche ouvertement comme nationaliste au bon sens du terme, hein. Évidemment, pas fondé uniquement sur le sang, je serais mal placé pour ça. Mais vous êtes franco-arménien? Bien sûr, je suis né ici et je suis d'origine arménienne. Donc, mais voilà, la France est mon pays et j'estime qu'elle a le droit de préserver sa continuité historique. Et son identité. Comment? Son identité. Bien sûr. Et ça aussi, ça m'amuse toujours. À la rigueur, les Arméniens reconnaissent le droit à l'Arménie d'avoir son identité. Les Juifs à Israël, tout le monde a le droit d'avoir son identité, en exagérant un peu, sauf les Français. Je trouve ça quand même un peu fort de café, vous voyez, pour parler de manière tout à fait peu académique. Paradoxal. Donc, non, c'est pas paradoxal, en fait, c'est très vicieux, mais bon, passons. Donc, à partir de là, pour ce qui est de la diaspora arménienne, évidemment, son but, c'est d'essayer de faire en sorte que la France soit à l'appui de l'Arménie. Et là, c'est peut-être l'autre dossier principal. Qu'en est-il des rapports entre la France et l'Arménie? On va en parler tout de suite après cette petite pause, justement. Je voulais qu'on le continue là-dessus. À tout de suite, 0826 300 300. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Un livre qui raconte tout de ce qui s'est passé en Artsakh, au Karabakh, et en Arménie, effectivement, entre 2021 et 2024. Et je rappelle juste ce paragraphe du début du livre que je vous conseille de lire, d'Aram Mardi-Rossian, Ne meurent que les pleutres, c'est aux éditions Sigest. Vous dites ceci, donc 19 et 20 septembre 2023. La quasi-totalité des victimes de ce monstrueux nettoyage ethnique exécuté dans l'indifférence générale par le régime terroriste de l'Azerbaïdjan
eh bien, a été installé de façon souvent précaire en Arménie. Ainsi, pour la première fois depuis 3000 ans, il n'y a plus d'Arméniens en Artsakh. La catastrophe est d'autant plus irréparable que cette antique province constitue le berceau de la nation arménienne. Face à un forfait d'une telle ampleur, seul un pleutre ne brûlerait pas du désir de se venger pour que tôt ou tard justice soit faite afin que l'Artsakh redevienne arménien et que tous les criminels payent intégralement le prix de leurs crimes. Et en attendant, effectivement, on parlait de la diaspora arménienne et de la France. Au fond, est-ce que les gens, parce que vous êtes mobilisés en tant que franco-arménien et en tant qu'arabe-mardirien et professeur à la Sorbonne, je le rappelle, est-ce que les gens sont mobilisés? Est-ce qu'il y a, en tout cas du côté de la diaspora arménienne, une mobilisation? Et comment réagit-on en France quand vous trouvez par rapport à cela? Alors oui, évidemment, il y a une mobilisation, mais la communauté arménienne, alors moi, de facto, elle existe. Mais vous savez, moi, pour moi, il y a une seule communauté, elle est nationale. Voilà, les communautés, j'ai un peu de mal avec, mais bon, admettons, peu importe. Il y en a, malheureusement. Il y en a. Souvent pour le pire, mais il y en a. Des fois pour le meilleur aussi, mais plus rarement. Le problème, oui, la communauté dite arménienne est mobilisée, mais ensuite, c'est dans le mode d'action. Or, le mode d'action, c'est de coller complètement au linéament politique, à l'organisation de l'État français et du système français. Or, j'estime que c'est là qu'il y a un hic et que ça n'ira jamais très loin. Pourquoi, oui. Alors, la réalité, c'est qu'il y a deux choses. Je pense, mais vraiment, il existe une amitié réelle, et c'est assez rare, entre les peuples français et arméniens. Je parle au niveau des peuples et des nations. Beaucoup de gens, beaucoup de Français connaissent un Arménien comme ça. En général, ils en ont plutôt une bonne opinion, ou en tout cas, ça. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que cette amitié, elle date pas d'hier. C'est-à-dire, on dit souvent, ça remonte à l'époque des croisades. C'est encore beaucoup plus ancien. Alors là, un instant, ce sera la seule fois aujourd'hui. Un point d'histoire plus, on va dire, universitaire. Mais dans un article qui va bientôt sortir, je montre avec un collègue que à Metz, en Lorraine, vers 390. Avant Clovis, presque. Avant Clovis, l'évêque de la ville s'appelle Sompat, c'est un Arménien. Alors j'expliquerai peut-être dans une autre pourquoi. Mais voilà, donc il y a des liens franco-arméniens depuis très 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 longtemps. C'est même pas la France, à l'époque c'est la Gaule encore, vous voyez. Mais ça c'est pour ce qui est des peuples. Au niveau de l'État français, c'est à peu près tout l'inverse, si ce n'est au niveau des paroles. C'est-à-dire que depuis au plus tard François Ier, qui là aussi, soi-disant pour de la réelle politique, mais qui peut se discuter, passe une alliance avec l'Empire ottoman contre Charles Quint. Voilà. Depuis, la France, en général, a oscillé entre des périodes de conciliation ou d'alliance avec la Turquie, mais aussi des affrontements, malgré tout, au XXe siècle. Mais cela n'empêche que, jusqu'à aujourd'hui, le Quai d'Orsay, notamment, a toujours eu, évidemment, soi-disant, là aussi, pseudo-réal politique, ce serait de la vraie réal politique qui sert les intérêts français, je voudrais bien, encore une fois, tant pis pour les Arméniens, mais c'est pas le cas. Systématiquement, elle va dans le sens des intérêts turco-azéris ou les intérêts profonds. Depuis toujours, enfin depuis longtemps. Depuis à peu près toujours, voilà. D'accord. À part l'humanitaire, ça ne va jamais loin. Alors aujourd'hui, oui, la France s'affiche comme un allié de l'Arménie, et officiellement, en parole, oui, c'est vrai. Et on commence à parler éventuellement d'envoi d'armes, des canons César. Mais moi, on l'avait dit déjà dans l'autre émission, je vais être là comme l'apôtre Thomas, je ne crois que ce que je vois. Pour le moment, est-ce qu'il y a eu des envois d'armes? Est-ce qu'il y a eu quoi que ce soit? Ce n'est pas très clair. Ce n'est pas très clair. C'était pas très clair. Évidemment, j'ai pas des sources premières, donc je ne dirai rien. Ce qui est certain, c'est qu'on enverrait à l'Arménie le 10e de ce qui a été envoyé à l'Ukraine depuis 2022, ça changerait déjà à peu près, peut-être pas tout, mais beaucoup. Ça, c'est la première chose. Donc, vous voyez, il n'y a pas eu 310 milliards de dollars donnés par l'Union européenne. Non. Et juste un mot, l'Union européenne se manifeste sur l'Arménie ou pas du là, tout? c'est encore pire. Ah bon, l'Union européenne, de mon point de vue de français, est un poison absolu. Moi, c'est pas le sujet, je suis un partisan pour que la France sorte le plus vite possible, éventuellement sans même passer par l'article 50. Vous êtes Frexit absolu, vous? Absolu, total. C'est pour ça que je m'amuse quand, dans la classe politique française, d'un extrême dit extrême à l'autre. Mais encore une fois, moi, je me sens pas concerné, donc je suis à l'aise. On dit oui, la France, il faut inverser le flux, enfin, prendre des mesures pour remettre la souveraineté en France. Oui, mais vous voulez mettre en place un remède alors que le poison est toujours là. Donc oui, mais c'est un autre dossier. Si vous voulez, on peut en discuter une autre fois en long, en large, en travers. Non, mais la politique de l'Union européenne, je vous disais par rapport à l'Arménie, par rapport à tout ça. L'Union européenne, c'est simple. Je vais vous donner 2 éléments. Non, 3. Le premier, Madame van der Leyen, qui est pour moi une abomination, là, on va très très loin, est allée à l'été 2022
en Azerbaïdjan, a été reçue par Aliyev, qu'elle a traité de partenaire digne de confiance. Partenaire de confiance. Le gaz azéri. Le pire, c'est que ce gaz azéri, c'est du gaz russe pour l'essentiel. Ouais, on se moque du monde. Et beaucoup plus récemment, Kaja Kallas, qui elle est la ministre des Affaires étrangères européenne, d'hystérie anti-russe permanente. Oui. Et là aussi, je le dis à l'aise, parce que pour moi, la Russie, aujourd'hui, malheureusement, on est tous sauf un allié de l'Arménie. Hein. Ouais, bon. Donc cette dame est allée aussi à Bakou pour renforcer ses accords d'hydrocarbures. À la rigueur, pourquoi pas? Mais qu'on arrête de grâce cette hypocrisie en disant oui, l'Union européenne envoie des observateurs. Oui. Et puis dernière chose, si l'Union européenne était vraiment à ce point-là soucieux des droits de l'homme, des droits des prisonniers, je vous signale qu'il y a 23 prisonniers politiques des dirigeants arméniens de l'Artsakh qui aujourd'hui sont emprisonnés à Bakou de manière totalement, évidemment, dictatoriale, tyrannique, sans aucun fondement juridique réel, si c'était ceux qu'ils ont fondés eux-mêmes, et tranquille là aussi. Personne n'en parle. C'est pas très grave. Mais donc, aujourd'hui, autre chose. Dans l'Union européenne, il y a un pays qui s'appelle la République de Chypre. Il y a oui, Chypriote. Bien sûr. La Turquie, qui est candidate, qui a été officiellement investie comme candidate en 2004-2005, occupe 37% du territoire de cette république dont elle ne reconnaît pas l'existence. Voilà un pays qui veut rentrer dans une union dont elle ne reconnaît pas l'existence d'un des États membres et dont elle occupe 37% du territoire. Illégalement, complètement. Voilà. Ouais. Et malgré ça, l'Union européenne ouvre les négociations et donne des crédits chaque année. Cet exemple à lui seul suffirait de clore les débats. Mais je vous l'ai dit, le problème, c'est pour qu'il y ait des escrocs. À un moment, il faut aussi qu'il y ait des gens qui aiment se faire escroquer. Vous pouvez vous faire escroquer une fois, deux fois. Mais quand vous faites escroquer en permanence, et je parle des peuples là malheureusement, désinformés, formatés, rouleau compresseur médiatique des grands médias, à un moment, il n'y a pas de limite. On continue. Donc c'est pour ça que pour terminer par rapport à votre question, la France malheureusement à ce stade, et je ne demande pas mieux que de me tromper, n'a apporté aucune aide substantielle à l'Arménie. Alors si ce n'est, et c'est mieux que rien, peut-être des paroles, des engagements. Et là où c'est très, très, comment dirais-je, dommageable, c'est que, vous allez me dire, je pense qu'il y aura des commentaires, oui, mais qu'est-ce qu'on s'en fiche de l'Arménie, nous déjà en France, il y a le chômage, ça je l'entends tout ça. Mais le problème, c'est que la Turquie est profondément un ennemi de la France. Pourquoi? Mais il faut écouter Erdogan. Erdogan, on peut aimer ou pas aimer. Vous vous doutez bien que moi, évidemment, pour moi, c'est un ennemi. Mais on ne peut pas lui enlever une chose. Au moins sur le plan extérieur, sur le plan international. Sur le plan intérieur, c'est plus compliqué. Non, mais il est cohérent. Il est cohérent, il a fait de la Turquie une grande puissance. Ou une puissance qui compte. On est dans un monde de carnivores et lui, il montre les dents. Là où nous, on se comporte comme des moutons et des herbivores. Quand je dis nous, c'est la France. Et voilà. Et donc, Erdogan, quand il vient en France et il dit... en France ou en Allemagne, il dit il ne faut pas aux concitoyens d'origine turque. Ne vous assimilez pas. Ne vous assimiler est un crime contre l'humanité, j'ai envie de dire parole d'expert. Et il dit vous êtes l'avenir de l'Europe. Ne faites pas 3, mais 5 enfants. Là où il a échoué en 1529 et en 1683, 2 fois devant Vienne, il veut, par la démographie, pousser ses pions. Et là encore, pourquoi pas? C'est son droit d'avoir une politique impériale. C'est aussi le droit des gens de réfléchir à ça. Erdogan, pour finir avec ça, mène une politique néo-ottomane qui concilie le panturquisme et un islam intégral, alors qu'en théorie c'est contradictoire, mais il y arrive. Donc il est dans une politique impérialiste réelle. C'est son droit. À vous de vous défendre. Et c'est pour ça que la France aurait tout intérêt à empêcher l'Arménie de s'affaiblir à ce point-là et empêcher le monde turcique de se renforcer, notamment avec le sunnique. Et je termine, si vous voulez, un mot sur l'Azerbaïdjan, c'est encore pire là. Parce que la Turquie, je veux bien, c'est l'Empire ottoman. Mais avec l'Azerbaïdjan, on parle de quoi là? On parle de l'émirat de la Caspienne ou du Khanat de Bakou, je veux dire. Et un pays comme ça, qui n'existe que depuis 1918, aujourd'hui défie tête haute la France. Je suis désolé. Notre pays a été la plus grande puissance au XVIIe siècle. Nous avons eu les Capétiens. Enfin, même si aujourd'hui les choses vont mal, nous sommes une des principales puissances. Eh bien, Bakou n'hésite pas à intervenir dans nos territoires d'outre-mer, à essayer de nous affaiblir. Et nous, on réagit mollement comme toujours. Voilà. Eh bien, écoutez, on espère qu'un jour, cette mollesse rencontrera ailleurs une certaine dureté qui serait de toute façon la bienvenue. Merci à Mardi Rossian. Avec plaisir. Sud Radio.